Bonsoir. Notre système de santé est sur la sellette. Plusieurs témoignages font état de la maltraitance de patients et de la négligence du personnel médical. Ce soir, nous recevons Armand Moreau, dont la femme a perdu récemment des jumeaux au CHU de Cocody. Une affaire qui suscite encore de nombreuses réactions à travers tout le pays. Comme tous les jeudis, nous aurons aujourd'hui notre séance hebdomadaire de décryptage. Alain Toussaint et André Bois seront une nouvelle fois avec nous aux côtés de Rabia Diallo et de Edith Broubleu pour une analyse pointue de l'actualité de la semaine. La configuration actuelle du Parlement ivoirien, les différents procès afférents à la crise ivoirienne ouverts à Abidjan et à Paris, tous ces sujets seront pas sur équipe ce soir par notre équipe d'experts. Et pour finir la soirée en beauté, Mike Danon nous rejoindra en toute fin d'émission pour un hilarant point de presse. Ici, on débat, on analyse et on décrypte l'information comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans le Live Talk. Son histoire a suscité une vague d'émotions dans le pays, celle d'un jeune homme, d'un jeune couple dont la femme enceinte a perdu les jumeaux au CHU de Cocody. Armand Moreau est avec nous ce soir sur le plateau du Live Talk. Bonsoir Monsieur Moreau. Bonsoir Monsieur Bouch. Bonsoir. Merci d'accepter de témoigner, merci d'accepter de parler de cette situation douloureuse que vous vivez. Je sais que c'était très difficile, mais vous avez accepté d'être ce soir sur notre plateau. Et au nom de toute la chaîne, on voudrait vous dire toutes nos condoléances et vous dire Yako. Ça va être peut-être difficile ce que je vais vous demander, mais est-ce qu'on peut revenir sur ce qui s'est passé ce jeudi? Ça fait une semaine, jour pour jour, que la situation s'est produite. Qu'est-ce qui s'est passé ce jeudi 8? D'accord, merci. Ça a commencé le jeudi, effectivement. Ma femme, ça a commencé avec... ma femme avait mal au bas-ventre. Et elle a envoyé dans une clinique de la place. Et la dame l'a regardée et a dit que le col était en train de s'ouvrir et que on pouvait faire un cerclage. Mais comme c'était un petit coin, comme elle m'a dit, elle ne peut pas prendre l'engagement de le faire. Donc elle nous donnait un papier pour aller au CHU de Cocody. Et c'est ce qui a été fait. Nous sommes arrivés au CHU de Cocody. Le mal a repris. Et ma femme avait les difficultés pour marcher. Il n'y avait pas de chaise roulante et on s'est dirigé aux urgences gynécologie. Et une fois là-bas, on nous dit qu'on n'a qu'à se retourner en salle d'accouchement. Sans assistance, ma femme avait toujours mal. Elle a très mal au ventre, il n'y a pas de chaise roulante et vous êtes obligé de tenir votre femme pour faire une première distance et de revenir ensuite sur sa position. Voilà. Là, on retourne en salle d'accouchement. On dit non, là, c'est pas là que ça aux urgences. Donc là, ça fait 3 tours qu'on a fait. Maroc, elle avait mal. Et une fois arrivé devant la salle d'urgence, il y a une sage-femme qui vient vers moi. Et je lui dis, madame, ma femme a très mal. Et là, elle me dit, monsieur, vous restez là. Et on fait rentrer ma femme dans la salle. Là, je suis dehors, je ne sais pas ce qui se passe. Et ma femme, elle m'appelle, quelques instants après, qu'on vient de me regarder et on m'a dit de passer sur un autre lit. Voilà. Qu'on m'a mis les perfusions. J'ai dit gloire à Dieu. Pour moi, c'était pour calmer la douleur. Je dis à Dieu merci. Et je suis là, on me dit rien. Vous attendez jusqu'à ce que, vous avez dit, le processus c'est de provoquer l'accouchement, c'est ça? Le processus c'était de faire un cerclage, voilà, de stopper, voilà, oui. De stopper la grossesse. Or, la perfusion qu'ils ont mis là, c'était pour provoquer l'accouchement. Provoquer. D'accord.
Sans mon consentement, j'étais assis là, on ne m'a rien dit. Et maintenant, moi, je vais vers le médecin pour dire, docteur, et ma femme, si ça va, c'est là qu'il va me dire, non, ta femme, on n'y peut rien, on est obligé de faire un avortement. Où c'est arrivé, on n'y peut rien. Là, j'ai dit non, c'est pas ce qu'on nous a dit. Ouais. Là, j'appelle un ami qui est dans le corps, voilà, pour lui dire, j'ai envoyé ma femme, parce qu'il était au courant de tout le processus. Et voilà ce qu'on vient de me dire. Il m'a dit, d'accord, je te reviens. Et après, il me rappelle. Il dit, parce que ma femme, il m'a dit, elle a commencé à avoir des pertes, c'est ce qu'elle m'a dit, des pertes. Voilà. Donc, en fait, finalement, ils produisent, excusez-moi, monsieur Moreau, ils produisent ce qu'ils ont appelé l'interruption de grossesse, ou bien ils provoquent la grossesse finalement. Ce qu'ils ont mis là, Oui. c'était pour provoquer la grossesse. D'accord. Provoquer l'accouchement, je veux dire. Voilà, faire un avortement. Donc, la femme accouche finalement. Votre femme, elle accouche. Elle accouche, par la grâce de Dieu, elle a accouché devant moi, le premier bébé est sorti devant moi. Parce qu'il n'y avait pas de sage-femme dans la salle. Voilà. Et, il n'y avait pas de sage-femme dans la salle? Non. Qui a aidé votre femme à accoucher? Moi, j'étais devant la salle d'urgence et il y a une patiente qui me dit, monsieur, rentrez, votre femme veut tomber. Voilà. Là, je rentre dans la salle, on m'a dit de ne pas rentrer. Mais puisqu'il n'y avait personne, j'étais obligé de rentrer. Et là, je rentre, je suis au chevet de ma femme et elle dit, elle veut uriner. Et là, j'enlève le ballon et elle est devant et je suis derrière, on rentre dans les toilettes. Et quand elle a fini de pisser, dès qu'elle s'est levée, c'est là que le premier bébé est sorti devant moi. Il était suspendu par le cordon ombilical, c'est ça qui le tenait. Et il a commencé à pleurer et pisser. Et j'ai crié au secours, et c'est les patientes là qui ont appelé les sages-femmes. Et quand elles sont arrivées, elles disent, monsieur, pouvez finir, sauter. Donc elles prennent en charge à présent votre femme, en attendant le deuxième bébé. Voilà. Et pour la suite, le deuxième bébé naît. Pendant que vous êtes dehors cette fois. Vivant, par la grâce de Dieu. D'accord. Et maintenant, on les transfère en salle d'accouchement. Puisque la salle de gynécologie est un peu éloignée de la salle d'accouchement. Donc on les transfère là-bas. Et moi, j'étais derrière les sages-femmes. Et une fois arrivé devant la salle d'accouchement, on me dit, monsieur, attendez là, je suis là. Les sages-femmes, elles rentrent avec les bébés. Et quelques minutes après, elle ressort. Et je lui dis, ah, madame, c'est comment? Elle me dit, on essaie d'appeler le pédiatre, il ne dégorge pas. J'ai dit, mais là, on fait comment? Elle dit, là, elle ne sait pas. Moi, d'attendre l'heure à laquelle le pédiatre va venir, c'est là où ils vont se... Et comme c'est les prématurés, c'est les bébés qui ont besoin d'être installés dans des couveuses. Et donc, on a besoin du pédiatre pour cela. Et on n'arrive pas à joindre le pédiatre. Et la sage-femme vous dit, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et là, il dit, mais moi, je ne peux pas attendre, puisque c'est les prématurés. Normalement, on devait coordonner, même en salle d'urgence, tout le plateau vraiment technique, tous les... Il veut dire, il n'y a pas de couveuse. Il faut prendre en charge les bébés. Charge immédiatement. Oui. Puisque j'étais prématuré. Oui. Cela n'a pas été fait. Et là, j'ai dit, mais moi, je ne peux pas attendre. Je ne peux pas attendre. Je suis un peu endetté, je ne peux pas attendre. Et je vois le vigile et je demande au vigile où se trouve le bureau du pédiatre. Du pédiatre. Du médecin qui peut. Du médecin. Là, le vigile me dit, il est au 5e. Là, je laisse l'ascenseur, je prends l'escalier rapidement. Et j'arrive au 5e. Et je tape. On ne me répond pas. Après, j'avance. Et je vois le docteur, il me dit... D'abord, il m'a dit, fais un pas en arrière. J'ai fait un pas en arrière. Il m'a dit, qui vous a dit de monter? Il vous demande qui vous a dit de monter? Aussi. Qui vous a dit de monter ici? Et vous lui expliquez que c'est quelqu'un qui vous a donné... Je lui ai dit, ah,
moi, je ne sais pas qu'on ne montait pas ici, mais on m'a dit c'est lui qui devait examiner les enfants. C'est lui qui devait examiner les enfants et les mettre sur oxygène, et puis voilà, dans une couveuse. Donc, il n'était pas content, il a commencé à bavarder jusqu'à ce qu'on descend ensemble dans l'escalier, il bavardait, qui m'a dit de monter. Il vous a dit de monter. Qui vous a dit de monter? Donc le médecin n'est pas content. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Il reste avec vous, il descend avec vous, qu'est-ce qui se passe, monsieur Moreau? Oui, et là, j'ai demandé pardon, puisque je ne pouvais pas dire autre chose pour l'énerver encore. Donc, je demandais pardon. Il n'a qu'à le sauver mes enfants. Donc, il est descendu avec moi. Dans l'escalier, on parlait, il me dit, qui vous a dit de monter? J'ai dit pardonnez. Il dit, il va m'attendre. Là, on descend ensemble, et moi, je reste devant la salle d'accouchement. Et lui, il rentre. Il reste devant la salle d'accouchement, et lui, il rentre dans la salle. Et quelques minutes après, la dame qui a fait accoucher mes enfants, la sage-femme, elle rentre dans la salle d'accouchement. Quelques minutes après, oui, elle ressort. Oui. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Quand elle ressort, elle me dit, monsieur, vous êtes monté? J'ai dit oui, parce que vous m'avez dit que vous n'arrivez pas à joindre le pédiatre. Et on m'a dit que c'est lui qui pouvait sauver mes enfants. Je suis allé le chercher pour lui donner l'information. Et c'est lui qui est descendu. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la dame, en ce moment? Elle me dit, mais... j'ai dit, mais le problème, c'est quoi? Je suis monté, c'est ça qui est le problème, c'est pour sauver mes enfants. Elle me dit, d'ailleurs, ton enfant, il y a un qui est mort. Il faut attendre, le deuxième va mourir. Vous allez prendre pour partir. D'accord. Et en ce moment, j'imagine votre choc. Et malheureusement, ce qu'on va constater, c'est que le deuxième bébé va décéder. Ça va décéder après plus de 2 heures de temps. C'est-à-dire que le bébé voulait vivre. Un bébé, on dit, il est prématuré. Les bébés sont venus au monde à minuit. Et le premier est parti à 1h. Le deuxième est parti presque 3 heures. Je comprends. On comprend que c'est très douloureux. Hein. Vous nous excuserez de revenir sur ces moments difficiles-là, mais on a besoin, et je pense que c'est un peu la raison pour laquelle vous êtes sur notre plateau, vous avez besoin que les gens sachent ce qui s'est passé et d'autres personnes qui ont peut-être vécu la même situation que vous puissent, à travers votre voix, puissent témoigner de ce qu'elles ont pu vivre comme situation difficile. Et malheureusement, le bébé décède. Le médecin, vous avez de ses nouvelles. La sage-femme, là, au niveau de l'envie, qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez seul avec vos bébés? Et là, on se retrouve seul. En salle de gynécologie, on lui dit, bon, nous, on a fini, allez-y voir le pédiatre. Voilà. Et vous arrivez c'est le même pédiatre? C'est le même pédiatre. Vous arrivez à le voir? Non, jusqu'aujourd'hui. Très bien. Alors, on va et malheureusement, hein, je sais que l'histoire est très douloureuse, vous me comprendrez, hein, si je ne vous demande pas plus de détails, je sais que la situation vous affecte. Et à la suite de ce drame, vous portez l'information sur les réseaux sociaux et vous êtes reçu par le ministre de la Santé, mais avant d'être reçu par le directeur du CHU. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils vous reçoivent? Ces deux personnalités ont manifesté un grand regret, ouais. En compatissant vraiment nos chagrins, nos douleurs. Et nous ont rassurés que ce qui m'est arrivé ne va plus jamais arriver à un autre Ivoirien. Parce qu'entre-temps, je sais que le ministre a diligenté une enquête via l'inspection générale des services et il vous a rassuré que plus jamais cela se ferait. Oui. Très bien. En mettant en place un comité d'éthique pour voilà, situer les responsabilités. Monsieur Moreau, j'ai une question pour terminer. Oui. Aujourd'hui, votre femme et vous, comment vous vivez cette situation-là? C'est très difficile. C'est très difficile, puisque on vient de perdre nos enfants.
surtout les garçons, parce que moi j'ai 2 filles et je voulais vraiment avoir un garçon et Dieu m'en a donné 2. Malheureusement. On comprend. Et encore une fois, on voudrait vous dire toutes nos condoléances, vous dire le yako, hein, comme on dit. Vous avez souhaité être présent sur ce plateau-là pour informer, comme vous avez dit, les uns et les autres sur un certain nombre de choses à travers ce que vous avez vécu. Monsieur Moreau, merci beaucoup. Franchement, c'est que ça a été très très difficile de vous avoir. Vous avez, pour venir sur ce plateau, on voulait juste vous dire merci. Et comprenez que même nous, l'émotion nous étreint face à ce que vous vivez. En tout cas, bon courage. Bon courage et on tiendra informer les téléspectateurs de la suite. Merci beaucoup. Merci. De cette situation, on parlera tout à l'heure en compagnie de nos chroniqueurs et spécialistes. Ça sera juste après une courte pause. Sur le plateau, je rejoins André Bois, Edith Broubleu, Alain Toussaint et Rabia Diallo. Messieurs, mesdames, on vient d'entendre à l'instant le témoignage de M. Moreau, le douloureux témoignage de M. Moreau. Encore une fois, le système de santé est pointé du doigt. Réaction à chaud. Oui, c'est un père en détresse qui a tout fait pour pouvoir sauver, apporter assistance et à sa femme et à ses enfants qui étaient en détresse. Et il s'est malheureusement trouvé confronté à un système qui ne semblait pas le comprendre ni l'écouter, qui a fait preuve d'un manque terrible d'empathie, un manque terrible de bienveillance. On est dans un système médical, dans un endroit où on est censé trouver une assistance médicale et on se retrouve confronté finalement à des personnes qui semblent ne pas avoir envie de faire ce pourquoi ils sont finalement payés. C'est terrible. C'est un moment difficile et je pense que ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de cas, qu'on a ce genre de témoignages qui nous reviennent des hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés dans notre pays. Situation terrible. Situation terrible qui révèle simplement que notre système est tout simplement malade. Et quand je parle de système, ce n'est pas simplement le système de santé, parce que ça fait longtemps que ce genre de témoignages existe dans nos chaumières. J'allais dire, aujourd'hui, on a tous ces outils-là, Internet et nous-mêmes pour les relayer. Mais le système lui-même n'agit pas. Parce que la loi sur la santé, qui est un outil pour faire fonctionner le système de santé, mais qui est aussi un outil juridique. Et là, moi, ce que j'aimerais qu'on tire comme enseignement de ce qu'on est en train de vivre, ce monsieur, ce brave monsieur, il faut qu'on l'accompagne, la justice, il faut qu'il y ait une plainte qui soit portée, il faut qu'il y ait un éclairage, il faut que les juges se disent que c'est un cas sérieux et que c'est à force de sanctionner des responsabilités, enfin de soulever des responsabilités médicales qu'on va arriver justement à rendre notre système beaucoup plus humain. Parce que c'est ça, il faut que le système soit humain, pense justement à la vie des gens. Comment les gens perçoivent un système comme ça qui est inhumain. On a besoin que la justice et la santé prennent les choses en main. Rabia Diallo. Moi, ce que je pense, c'est que ce n'est pas un cas propre en Côte d'Ivoire. Dans la sous-région, beaucoup se plaignent de l'attitude notamment des aides-soignants, du personnel soignant des hôpitaux, surtout dans les hôpitaux publics, mais aussi dans le système privé. Les sages-femmes sont pointées très souvent du doigt pour leur manque d'empathie, pour leur manque d'humanité et pour, à la limite, le mépris qu'elles affichent. Pour la majeure partie, il y en a qui sont vraiment irréprochables, mais pour la majeure partie, le mépris qu'elles affichent quand elles ont face à elles des femmes qui sont en détresse, qui sont fatiguées, surtout des femmes qui viennent qui sont au travail, qui viennent pour mettre au monde un enfant. En général, c'est des femmes qui n'ont pas cette expérience. Et j'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup interpellée de la part d'une femme professionnelle qui a une page Facebook et qui a posté un jour un message en disant nous, les sages-femmes, quand nous vous frappons ou quand nous nous énervons sur vous, ne nous en voulez pas parce qu'on a conscience qu'on a une vie entre les mains. Ça m'a choquée. Sauf que les réactions que j'ai vues, c'était bravo, vous faites très bien votre travail et tout. On n'a pas besoin d'être méchant ou bien d'être méprisant Très bien. pour
bien faire son travail. C'est un travail qui demande de l'humanité et de la bienveillance, c'est important. André parle de sanctions, il parle de justice, Rabia Diallo parle de responsabilité. Alain Toussaint, est-ce qu'on peut se tourner vers une politique générale? Est-ce que ce n'est pas ce système-là, de la politique générale qui est défini par le système qui est mis en cause ici? Bien sûr, je pense que les faits qui se sont produits nous interpellent d'abord du point de vue sanitaire et du point de vue politique. Moi, je veux bien saluer la compassion, je veux dire, institutionnelle avec le ministre qui reçoit le couple, mais derrière, il faut plus que des mots et des petits gestes. Et notamment, il faut une réponse juridique, judiciaire à ce qui s'est produit. Maintenant, il me semble que nous n'avons pas en Côte d'Ivoire un code de la santé qui soit adapté aux problèmes actuels. Donc il faudra que le Parlement, notamment le nouveau qui vient d'être l'Assemblée nationale qui a été mis sur pied, se saisisse de la question afin que les devoirs des traitants, c'est-à-dire des soignants, soient définis, leurs droits également, tout comme ceux des patients. Parce que les hôpitaux... Le code de la santé publique, la loi sur la santé publique en Côte d'Ivoire date de 1961. 61, voilà. Donc il y a 60 ans. Voilà, il y a 6 décennies. Donc il va falloir que nos députés, plutôt que d'applaudir chaque fois, se mettent au travail pour réfléchir et définir de nouvelles règles qui permettront de gérer la situation actuelle. Parce que ce qui s'est produit, on l'a dit, ce n'est pas la première fois. Il y a eu par le passé Awa Fadiga, une jeune dame qui a été agressée, abandonnée dans les couloirs du CHU de Cocody, une autre Nadège Noah, je crois Noum, voilà, je ne me rappelle plus exactement de son nom, qui est décédée alors qu'elle était en train d'accoucher, elle est tombée de son lit. Et là, c'était dans un hôpital général. Il y a eu des sanctions. Je crois que les médecins ont même... Enfin, le personnel médical a été, je crois, conduit devant la justice, etc. Mais il faut aller plus loin. Il faut que l'État... Parce que là, on met en accusation le personnel de santé. Je veux aussi signaler leurs conditions de travail. Ouais. Ce sont des personnels qui sont déprimés, qui sont dépressifs, qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Ils sont obligés, ces personnels-là, à la fois d'assurer quand ils le veulent bien, parce que beaucoup sont absents de leur poste, d'aller dans des établissements privés, donc des cliniques, pour compléter leurs revenus, parce que l'État aussi leur doit, je crois, un certain nombre voilà. Donc il y a beaucoup de problèmes. COVID. Ce n'est pas pour excuser, mais je dis souvent, il faut mettre en perspective les problèmes pour savoir ce qui conduit à ce type de drame-là. Il y a un laisser-aller dans les hôpitaux, mais qui ne doit pas être le seul fait du personnel. L'État a sa responsabilité, parce qu'on prend des sanctions administratives contre ces médecins, mais vous pouvez contrôler que ces personnes-là seront vraiment sanctionnées. Est-ce qu'elles vont être renvoyées de leur travail? Pourquoi? Parce que dans une équipe, quand l'équipe ne gagne pas, qu'est-ce qu'on fait? On vire l'entraîneur. Et puis, d'abord, les joueurs gagnent le banc de touche, l'entraîneur est sanctionné, et quand la série se poursuit, c'est le président de l'équipe qui est viré. Donc, il faut que les sanctions administratives soient aussi des sanctions politiques et qu'on ait de vraies réponses, plutôt que des pis-aller. Chaque fois qu'il y a un problème, on indexe le personnel, etc. Effectivement, il y a une forme de méchanceté qui est caractéristique dans ces hôpitaux, dans ces cliniques privées. Il y a un mépris des classes. Quand vous arrivez à bord d'une Mercedes, vous êtes mieux traité que celui qui arrive à bord d'un taxi ou même à pied à l'hôpital général. Donc il y a ces discriminations auxquelles il faut mettre fin. Quand on prête serment, c'est pour servir. L'hôpital, c'est pour donner la vie, ce n'est pas pour donner la mort. Sur ça, rapidement pour rajouter, on a parlé de la loi sur la santé, mais il y a le code de déontologie médicale aussi qui date de 62. Là où nous, le code n'a pas été touché, il est basé sur le code français. En France, ils l'ont touché au moins 3 fois depuis que ce code existe. Nous, on ne l'a pas touché, tout se passe bien, le code est respecté, et pourtant, tous les jours, le serment d'Hippocrate est piétiné, bafoué, jeté, et tout se passe bien. Mais je finis là-dessus. Il faut que l'ensemble du personnel, Alain l'a dit, et bien sûr les dirigeants comprennent que quand l'hôpital va bien, c'est eux qui sont plébiscités. Il ne faut pas laisser les brebis galeuses continuer de pourrir le système. Il faut agir. Il faut agir. On n'est pas obligé de travailler à l'hôpital. Il y a d'autres ambitions. Si on n'a pas envie de travailler à l'hôpital, on peut aller travailler ailleurs. Il y a le port autonome. On peut aller au champ. Il y a plein de trucs qu'on peut enseigner. Mais quand on n'a pas la passion et qu'on n'a pas envie de faire son boulot, eh bien, les dirigeants doivent nous accompagner dehors. Et comme on utilise un terme qui est un peu à la mode maintenant, c'est états généraux. Il serait peut-être temps que tout le monde passe sur le billard pour qu'on sache exactement ce qui ne fonctionne pas et ce qui fonctionne. Et c'est vraiment urgent. Je t'assure, le système de santé en Côte d'Ivoire, il est malade. Et il a besoin d'être traité. Merci encore une fois
à M. Moreau et à sa famille qui ont accepté d'être présents sur notre plateau pour témoigner. Merci à vous. On marque une courte pause avant de retrouver notre séance de décryptage hebdomadaire. À tout de suite. Monsieur, notre premier point de décryptage ce soir concerne le Parlement ivoirien et puis sa configuration qui fait débat, un bureau de l'Assemblée nationale à forte coloration RHDP. Je vous explique déjà qu'il y a un premier mécontent, il s'appelle Albert Mabry Troikeus, parce qu'il estime que cette configuration du nouveau bureau par le président de l'IBC qui disait donc c'est l'opposition parlementaire dispose de droits lui garantissant une représentativité adéquate et effective dans toutes ces instances du Parlement. Le bureau doit être le reflet de la configuration politique de l'Assemblée nationale, selon lui, selon le règlement intérieur. Petite statistique concernant ce bureau, 8 vice-présidents RHDP sur 11, 2 questeurs RHDP sur 3, 9 secrétaires RHDP sur 12. Vous ne citez que cela. Est-ce qu'on gagne les législatives pour laisser à l'opposition le Voilà, choix de voilà, ils sont diriger son majoritaires, bureau? je veux dire, Moi, c'est cohérent. oui. A-t-il raison, Mabry Non, Troikeus de son plein? je veux dire, c'est la réelle politique. Selon le théorème du tabouret de M. Bictogo, soit vous êtes dans la majorité et vous en jouissez, vous avez les fruits donc de cette majorité, ou alors vous êtes dans l'opposition, vous assumez. Je veux dire, on ne peut pas reprocher à un parti qui a gagné des élections de ne pas avoir le contrôle du bureau du Parlement, ou tout en fait, de l'Assemblée, où tout se déroule. Là où Mabry va avoir raison, parce qu'il faut qu'on dise, est-ce que le bureau est exactement, on va dire, la photographie politique? Oui, mais non, ils ont dit... la photographie politique, pas forcément Ils ont dit l'opposition parlementaire. Dans la loi, c'est l'opposition parlementaire. Or, le PDCI et EDS incarnent bien cette opposition. Bon. Maintenant qu'il y a un petit poussin dans cette opposition, on ne peut pas faire le reproche à celui qui a gagné les élections de ne pas faire la passe en donnant un poste de vice-président à quelqu'un. Mais est-ce que cette opposition parlementaire... Sur un bureau de 27 membres, y compris le président, le RHDP a 20 membres, 74,7%. Le PDCI, 5 membres, 18,52%. EDS, 2 membres, 0,7%. L'UDPCI, 0 membre. Non, mais parce que la question c'est sur l'opposition parlementaire. Est-ce que quand on dit l'opposition parlementaire, cela ne fait pas référence aux différents groupes parlementaires? Non, parce que c'est ça. Parce que pourquoi Mabry se plaint, c'est qu'il a un groupe parlementaire, donc techniquement il a droit à un poste dans les différentes instances ou à des postes. Pas forcément. Je pense que si ses amis de l'opposition voulaient lui faire la passe, ils auraient pu céder un poste de vice-président, peut-être négocier en sa faveur sur les 3 postes réservés à l'opposition, afin que l'UDPCI puisse en avoir un. Ça, c'est des accords politiques. Mais voilà, donc il fallait négocier avec ses amis de mais après, peut-être faut aussi appliquer la loi, je ne sais pas. On peut avoir une interprétation différente. Il n'y a pas de précision, on dit l'opposition parlementaire. L'opposition parlementaire. Le PDCI et EDS représentent quand même la force principale de cette opposition-là. Donc, ces 2 partis ont 3 postes de vice-président. Et je ne vois pas pourquoi cela poserait un problème. Tu apportes une réponse technique sur le premier article que tu viens d'évoquer, mais il y a un autre article qui dit « Le bureau doit être le reflet de la configuration politique de l'Assemblée nationale ». Règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Oui, mais le reflet, c'est quoi? C'est qu'il y a une majorité et puis il y a 2 partis principaux qui suivent. Donc on fait la répartition en fonction de cela. Je veux dire, s'il y avait... Même les indépendants, ils sont... je crois, enfin, il en reste maintenant 4 parce que la plupart ont rallié... Le mercato a fonctionné. Voilà, la plupart ont rallié les partis de gouvernement. Mais je veux dire, c'est la réelle politique. Monsieur Mabry était, par le passé, dans un passé récent, j'allais même dire, membre de la majorité présidentielle. Et à la suite de ce que l'on sait, il a rejoint l'opposition. Donc aujourd'hui, il en paye le prix politique. Oui, ça, politiquement, on peut dire que ces choix, aujourd'hui, les choix de Mabry, sont à sa défaveur. On peut le dire, mais est-ce que, d'un point de vue de légal ou de la loi, moi, c'est ça, c'est ce qui me pose problème. Après, on est d'accord qu'au regard de la configuration actuelle, Mabry a perdu tous ses paris. Il partait pour être en coalition avec des alliés pour la présidentielle. Ça ne s'est pas passé comme il voulait. Il partait avec des alliés pour l'Assemblée nationale. Ça ne s'est pas passé. En plus, et là, dernier coup de massue de la part de ses propres amis, ils ne vont même pas le coopter pour le bureau de l'Assemblée. Parce qu'ils auraient pu lui filer un poste. Mais là n'est pas la question, j'allais dire. La question, c'est de savoir, est-ce que, d'un point de vue de l'équité en fonction de la loi,
Est-ce que sous Gbagbo, il y avait cette équité que Madame Blondy, j'aimerais bien que vous exprimiez un tout petit peu. Oui, Je vous ai merci. pas entendu depuis. Pardon, excusez-moi. André est en allez-y. général très animé, je comprends. Le sujet est très intéressant. Tout le monde commence à utiliser ce mot. Je l'aime bien. Je rappelle que je suis animateur culturel de formation. Et ça, Donc, se, comprend. Et ça se comprend. Et tu parles d'équité, voilà, c'est un mot qui est utilisé en général, mais bon, on parle après de réel politique, comme le dit Toussaint, Alain Toussaint, et je suis totalement d'accord avec lui. Le parti au pouvoir a la majorité à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'il y a, les articles le disent, il faut qu'il y ait une certaine représentativité qui corresponde à la configuration de l'Assemblée nationale, mais derrière, c'est du lobbying. Derrière, ce sont des enjeux. Derrière, ce sont des arrangements. Mabry Traoré, je pense que peut-être qu'il n'a plus l'habitude d'être dans l'opposition. Et après, tout ce qui s'est passé pendant l'élection présidentielle avec son choix d'aller dans l'opposition et finalement peut-être à un moment donné, pas de se cacher, mais de se mettre en retrait par rapport à ce qui se passait pour ses alliés du moment, Afin Guessan, Henri Konan Bédié et tout, et qu'ils reviennent plus tard en espérant avoir peut-être une certaine visibilité au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Mais bon, je pense que finalement, il doit se rendre à l'évidence que les choses ont changé, que la configuration est en train de se remettre en place d'une autre manière et qu'il a peut-être perdu du lest finalement. Et je pense même qu'il a sans doute fait une erreur stratégique parce qu'avant le bureau de l'Assemblée, il y avait aussi les postes de président de groupe. Pourquoi n'a-t-il pas accepté d'être président du groupe UDPCI? Parce qu'il voulait que la loi lui donne la possibilité d'être président. Bien sûr. Maintenant, ce que je voulais dire, parce qu'on parle du présent, mais j'aimerais aussi que, pour une meilleure compréhension, on plonge un regard aussi dans le passé. Mais sous les pouvoirs Bédié, est-ce que l'opposition était majoritaire dans le bureau de l'Assemblée? Est-ce qu'elle y était représentée? Parce qu'en 92, par exemple, quand il fallait lever l'immunité de l'opposant Laurent Gbagbo, je pense que c'est ce bureau de l'Assemblée où était extra-majoritaire le PDCI. Sous Laurent Gbagbo, il y avait un bureau de l'Assemblée. Je n'ai pas souvenance que c'est l'opposition qui dominait. Donc c'est la règle. Celui qui gagne... Mais est-ce qu'on ne parle pas qu'on doive parler de majoritaire, mais peut-être une certaine équité, en fait, un certain équilibre. C'est un dosage qu'on fait. Et ce dosage-là est celui qui peut permettre, comme cela a été le cas par le passé, de faire fonctionner l'institution. Ce bureau est aussi stratégique parce que c'est lui qui examine les questions de levée d'immunité parlementaire. Bien sûr, qui organise, qui fait les convocations, etc. On ne va pas non plus y mettre un adversaire politique par souci de simple équité. Je pense qu'il y a des enjeux politiques qui font mais ça pourrait justement garantir une certaine démocratie, Alain, si justement on arrive à cet équilibre-là. Vous gagnez des élections, vous formez votre bureau et vous pouvez concéder 2 ou 3 postes à vos adversaires politiques. Vous le faites en fonction de la loi. On le fait en fonction de la loi. Le fait même de rappeler ce qui s'est passé avant, d'accord, mais on le rappelle pour voir comment on a progressé. Et en l'occurrence, Dieu merci, on a progressé. Il faut que dans le bureau de l'Assemblée nationale, il y ait toutes les obédiences politiques. Et le mot est intéressant, comme l'a dit Rabia, configuration politique. Donc si c'est configuration politique, je pense que c'est un peu c'est une affaire de coloration. Et donc cette configuration-là n'est pas reflétée dans le bureau. Et ça pose un problème. Je pense que l'UDPCI devait trouver un arrangement, quitte à demander à EDS et au PDCI de négocier avec le RHDP pour que l'UDPCI soit dans ce bureau. Il y avait 3 postes apparemment qui ont été réservés à l'opposition. Le PDCI en a 2. L'EDS, donc opposition... C'est ça, le PDCI, je rappelle rapidement. S'il tenait tant à la présence de l'UDPCI, il pouvait trouver cet arrangement. Je voulais observer, parce que moi j'ai assisté à cette séance hier au Parlement. L'UDPCI a fait une déclaration pour protester contre cette configuration. J'emprunte le mot à Rabia. Ensuite, Pascal Afin Guessan a demandé que ce bureau soit voté à main levée, que ceux qui sont pour ou contre ou s'abstiennent, qu'on le fasse. Et puis au moment du vote, le RHDP naturellement a voté à l'unanimité, enfin à main levée pour ce bureau. Le PDCI s'est abstenu. Vous voyez, alors qu'il avait fait une déclaration pour dire que ce n'était pas conforme, ce n'était pas le RFA, etc. Mais à l'heure du vote,
le PDCI n'a pas dit non à ce bureau qui a été mis en place. Donc, à un moment donné aussi, il faut le fait arrêter... de s'abstenir, comment vous avez lu ça, Alain Toussaint? Non, ils ont levé la main puisqu'on demande ceux qui s'abstiennent. Oui. Moi, j'ai vu la main Le fait qu'ils se sont abstenus, comment vous avez interprété ça? Mais c'est la réalité politique, je reviens toujours à ce que j'ai dit. C'est-à-dire que un verre à moitié plein est quand même mieux qu'un verre vide, n'est-ce pas, André? Oui, voilà. bien sûr, Donc, le PDCI a fait le choix aussi de ne pas enfoncer souvent des portes déjà ouvertes. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une façon de dénoncer ça, cette abstention du PDCI? Non, l'abstention, mais en même temps, il aurait fallu qu'ils votent contre pour qu'ils montrent qu'effectivement, ils sont en faveur de Mabry. Parce que le fait de s'abstenir, ils ne prennent pas, d'une certaine façon, ils ne prennent pas parti. Et politiquement, c'est là où il a raison, politiquement, c'est un échec encore pour Mabry. Mais nous, enfin, moi et Rabia, on reste sur le côté de la loi. Puisqu'on nous dit... Oui. Alors, tu parles de partis politiques qui doivent respecter la loi, alors que ces mêmes partis politiques, pendant les élections législatives, n'ont même pas été capables de respecter les 30% de quotas qui leur étaient imposés pour faire représenter les femmes. Encore une fois, on est en Côte d'Ivoire. On est en Côte d'Ivoire. Mais non, par contre, encore une fois. S'il vous plaît, je suis désolé, Madame Diallo. Non, il ne faut pas lui couper la parole. Madame Diallo, je serai obligé, parce qu'on va aborder... On va aborder un autre point. Je suis désolé, Madame Diallo. Il n'y a pas de souci. Voilà, je pense que vous avez beaucoup de choses à dire, comme d'autres sur ce plateau, mais on est obligé d'aller sur un autre point. Bon. Je sens de la compassion. Ah bon? Vas-y. Je vais revenir à notre point pour dire simplement que ça bouge du côté de l'Assemblée nationale. Ce jeu démocratique-là qu'on a souhaité, parce que je crois que tout ça, finalement, participe à ce fameux jeu politique, à ce jeu démocratique qu'on a appelé à l'Assemblée nationale. Par contre, là où ça n'a pas l'air de vraiment bouger, c'est au Sénat. Ils ont fait une session ordinaire sans véritablement sans renouvellement de ses membres. Oui, mais parce qu'ils n'ont sans doute pas atteint... non, ils refusent, logiquement, pardon de t'interrompre, mais avec le nouveau mandat, la nouvelle République, le nouveau mandat du président, Ouattara, et avec cette nouvelle législature, les sénateurs auraient dû procéder à un renouvellement. Il semble que... Que dit la loi exactement? C'est ce que dit la loi. Et les sénateurs, semble-t-il, ont refusé d'aller aux urnes. Donc, on se contente d'un Sénat qui aurait dû être renouvelé, et puis on repart pour une nouvelle saison. Pour combien de temps, je ne sais pas. Non, mais est-ce que là, la loi sans doute dit qu'il doit être renouvelé, mais est-ce qu'il se renouvelle en même temps que l'Assemblée nationale? Oui, c'est ça que c'est prévu. Oui, mais exceptionnellement, leur mandat était prévu pour aller jusqu'à la présidentielle. Et juste après la présidentielle, normalement, il fallait une nouvelle mise en place du Sénat. Voilà, mais il semble que les arrangements... sont là pour 5 ans. Bon, enfin, s'ils considèrent qu'ils ont été mis en place en 2018. Le 24 mars. Non, mais vous ne comprenez pas. Non, pas que je ne comprends pas. Moi, je veux qu'on me donne les textes. Enfin, je ne les ai pas. D'abord, ils ont été mis en place en 2016. Le Sénat a été créé en 2016. On est d'accord. Et en 2018, ils ont commencé à travailler effectivement. Les députés de la première législature de la Troisième République, élus le 18 décembre 2016, ont vu leur mandat s'achever en décembre 2020. Les élections législatives viennent d'être organisées, on l'a su, le 6 mars 2021 pour un renouvellement des députés ivoiriens. Le 24 mars 2018, les tout premiers sénateurs ivoiriens étaient élus. Et jusqu'à présent, il n'a à aucun moment fait mention du renouvellement des membres du Sénat. Ils devraient être renouvelés. Ils doivent... Selon les textes, selon les textes, ils doivent... Moi, j'ai un doute là-dessus. Il n'a pas été fait mention. Il n'a pas été fait mention. Il n'a pas été fait mention, mais donc c'est ça, c'est là où on est en désaccord. Pour l'Assemblée nationale, il y a eu des textes qui ont permis d'écourter le mandat des députés. Est-ce qu'ici c'est le cas? Est-ce qu'il y a des textes qui permettent d'écourter, qui ont été pris pour écouter le mandat des sénateurs? C'est juste la question que je pose. Après la présidentielle, une forme de vide juridique? Oui, enfin, ce sont des arrangements politiques qui font que le Sénat continue, mais logiquement, on devrait pouvoir procéder. Logiquement? Oui, conformément à la loi, André. 2016, mise en place en 2018, et le mandat courait exceptionnellement jusqu'en décembre 2020. Et donc, normalement, en même temps que la nouvelle législature se met en place, un nouveau Sénat devrait pouvoir être mis en place. Mais les arrangements politiques, d'après ce que je sais, font que ce Sénat va encore courir le temps qu'il faudra. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est d'une certaine manière, c'est de rattraper le retard? Donc c'est un Sénat complètement illégal. C'est de rattraper le retard. J'allais poser la même question. Oui, justement, les sénateurs demandent à poursuivre leur mandat jusqu'à faire... Parce qu'il y a un vide juridique. Mais qui valide cette prolongation en réalité?
à votre avis, La Rabia? grande question. Moi, c'est une question ouverte qui valide ça. Et moi, je suis d'avis avec Alain. Si jamais ils continuent s'appelle leur... André. André, pardon. Oui, il faut c'est pas pareil. quand même. Si jamais ils continuent, ils poursuivent leur mandat sans qu'il y ait une loi Non, qui mais les j'ai parlé autorise. d'arrangement, en fait. Oui, mais même, je veux dire, une loi reste une loi. Est-ce qu'aujourd'hui, une loi peut être contournée par des arrangements politiques? Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont dans la légalité? Ça existe, c'est pas nouveau. Ça existe. Mais pour une fois qu'on ne fait pas d'arrangement, vous n'êtes pas content. Ben attendez. On n'a pas dit qu'on est mécontent. On constate juste le fait. Il n'est pas fait mention de leur mécontentement. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, l'arrangement ici, c'est que le fait qu'on ait le Sénat qui a cette coloration qu'on connaît aujourd'hui et qui va être associé à l'Assemblée nationale, donc sous forme de congrès, ça pourrait permettre de faire pas mal de réformes. Donc, bon, là où je peux vous rejoindre, c'est que le pouvoir en place n'a pas intérêt à modifier le Sénat, parce que quand même, il y a une partie des sénateurs qui sont élus, donc ça pourrait changer la configuration. Moi j'avoue que malgré tout ça, en tant qu'observatrice, incrédule, je me demande encore... la dernière intervenue. Oui, la dernière intervenue. Pour pas que je sois tout à l'heure. Lui, c'est le maître, il a le bâton. Je me pose toujours la question de l'utilité du Sénat. C'est vrai qu'on est dans une république, il y a un fonctionnement dans d'autres pays comme la France, il y a un Sénat qui existe avec un président de Sénat. On parle de cette différence qui existe entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc les sénateurs, ils s'intéressent plus aux questions des collectivités territoriales et de la diaspora. Mais comment ça fonctionne? À quoi ça va servir? Est-ce que ce n'est pas finalement, comme on le disait au début, c'est ce qui était reproché lors de la création du Sénat en 2016 et qui a fait que ça a pris un peu plus de temps budgétivore, utilité réelle de ces sénateurs, parce qu'ils sont 99 quand même. À quoi ça va servir finalement Non, ces 5 prochaines années? Si on va dans le principe édicté justement autour des Sénats, c'est que, comme vous l'avez dit, c'est eux qui représentent, on va dire, les collectivités, puisqu'ils sont élus par les élus. Donc, ils sont censés quand même être des porte-voix d'un point de vue parlementaire, d'un point de vue de la construction de la loi, représenter toutes ces petites collectivités, ces petits maires pour des États, surtout ces grands États de la France, qui ont un maillage territorial tellement dense qu'il y a beaucoup d'élus. Donc, eux, ils ont un rôle. Maintenant, est-ce que dans le contexte ivoirien, il fallait créer un Sénat? Peut-être c'est un débat qu'on peut ouvrir. Mais c'est un vieux débat. C'est un vieux débat. Il existe déjà. Et surtout que l'institution existe, la question peut-être de son renouvellement s'est posée sur ce plateau. C'est ça. Et même que on a tenté d'avoir sur ce plateau-là des sénateurs, bon, pour l'instant, qui n'ont pas souhaité s'exprimer. Ils n'étaient pas disponibles. Voilà, on espère que... Surtout en ce moment. Ils ne sont jamais disponibles. On va être discret, on va leur demander, est-ce que vous devez poursuivre ou pas? Voilà. Je crois qu'ils n'avaient pas la réponse à certaines questions. Ils ont préféré attendre. En tout cas, on espère qu'on les aura sur notre plateau. Un autre point qui va certainement intéresser des personnes qu'on connaît, eh bien, c'est le point justice. C'est le point justice. Et le premier point, c'est le procès du bombardement de Bouaké à Paris. Le verdict a été annoncé en début d'après-midi par le président de la Cour d'assises de Paris. Réclusion criminelle à perpétuité, j'y arrive, à perpétuité, contre les 3 accusés. Qui sont je les cite. Yuri Sochkin, le mercenaire biélorusse, Ange Magloire Nianduye et Prince Ouï, les 2 officiers ivoiriens, eux, ont été reconnus coupables d'assassinat et tentative d'assassinat. Cette peine est conforme aux réquisitions de l'avocat général qui avait demandé donc la peine maximale pour le pilote biélorusse et les 2 officiers ivoiriens. Alors, il faut préciser que les 3 accusés étant absents de ce procès, ils ne purgeront pas leur peine. L'avocat général a d'ailleurs reconnu ce matin la probabilité qu'ils soient un jour arrêtés, que cette probabilité soit faible. Non, vous savez, moi, ce procès-là, ça révèle 2 choses de ces grands pays-là. On a une préoccupation pour les victimes. C'est-à-dire qu'ils aiment beaucoup s'intéresser aux victimes, au point que on va finalement, j'allais dire, permettez-moi l'expression, gaspiller de l'argent public, alors qu'en face, on n'a pas véritablement des accusés, ou en tout cas les bons accusés. Donc là, on va contenter des victimes qui, au final, vont dire, des familles de victimes vont dire, bon, on a jugé ceux qui auraient tué nos enfants. Parce qu'il faut reconnaître que les accusés n'étaient pas là. On ne sait pas pour l'instant. Et la deuxième chose, ben, écoutez, il n'y a pas que chez nous que la justice fait tout et n'importe quoi. Parce que, excusez-moi, là, dans un procès comme celui-là, on n'entend pas les accusés, mais ceux qui étaient censés nous apporter des informations ont apporté plutôt du flou. Michel Alliot-Marie, De Villepin, plus le Premier ministre Raffarin, on n'a pas beaucoup avancé, alors qu'ils étaient au cœur de ce dossier. C'est la raison d'État. C'est la raison d'État. Et évidemment,
permettez-moi de faire le parallèle, même ça peut paraître un peu malhonnête, c'est que la raison d'État peut primer aussi souvent en Côte d'Ivoire. Donc arrêtons de penser que nous sommes toujours une république bananière. Il y a aussi souvent des logiques d'État et on vient de le voir à travers ce procès. Vous avez l'impression que le procès ne devrait pas avoir lieu, Alain Toussaint? Écoutez, que le procès ait lieu, ça c'est l'affaire de la France. Moi je voulais simplement rappeler qu'en novembre 2004, il y a plus de 60 patriotes, enfin ivoiriens, qui ont été exécutés par l'armée française. Et la justice française fait son travail pour défendre ses ressortissants. Et entre 2004 et maintenant, et notamment jusqu'à 2010, il n'y a pas eu de poursuite contre l'armée française. Il y a eu des plaintes? Mais écoutez, c'était à l'État. J'aurais dû me lever pour vous saluer. Mais vous pas pouvez que je suis le faire d'accord, tout à mais je pense que la justice aurait dû le faire. Donc, le procureur de la République, je vais commenter les décisions de la justice française par rapport à des faits qui sont déroulés en Côte d'Ivoire. Je peux le faire, mais ça ne m'intéresse pas parce que justement notre justice est aphone, muette depuis 2004. Voilà. Il y a des Ivoiriens qui ont été exécutés par une armée étrangère à quelque part d'ici, devant l'hôtel Ivoire. Il n'y a jamais eu de procès. À moins qu'il y ait eu, bon, peut-être que ça a eu lieu, mais moi je ne sais pas. Non, voilà, ça n'a pas eu lieu. Ouais. Donc, je dis, maintenant, on condamne ceux qui auraient bombardé le cantonnement de Bouaké par contumace. Des ministres viennent et disent des demi-vérités ou des demi-mensonges. Raison d'État. Point final. Alors, vous parlez de procès qui n'ont peut-être pas encore lieu et qui n'auront sans doute jamais lieu. Oui, non, mais c'était pour des raisons d'État aussi. Oui. Non. Alors, je voulais juste faire le pont, pour parler de Pelcharik Balé. Je ne m'inscris pas dans ce que vous venez de dire. Et malheureusement, elle a été présentée une deuxième fois devant le juge. Et le procès, dit-on, devrait se tenir dans les prochains jours. Ben bon, voilà. Pour l'instant, il ne s'est pas encore tenu. On attend. Les prochains jours, c'est quoi 10 jours, 20 jours, 2 mois? En tout cas, la détention provisoire a été prorogée pour Je dis qu'on attend, mais très, très rapidement, je te permets d'intervenir là-dessus. Je dis qu'on attend, mais je rappelle juste que dans cet environnement d'appel justement à manifester autour de la candidature du président Alassane Ouattara, il n'y avait pas que Pelcharik Balé, il y avait tout un tas de bonhommes qui aujourd'hui sont tranquilles dans leur famille. En ce moment même, ils nous regardent. C'est ça. Et c'était tout à fait mon point, c'est-à-dire qu'on a eu, lors de en tout cas avant le dialogue politique et pendant le dialogue politique, toutes ces personnes de l'opposition qui s'étaient insurgées et qui avaient appelé à manifester contre le troisième mandat, qui avaient appelé à manifester dans les rues pour s'opposer et pour faire le boycott, qui finalement ont pu recouvrer leur liberté, en tout cas pour certains, pour la plupart. On a eu des arrangements politiques à la faveur du dialogue politique et je pense que la plus grande perdante dans cette histoire, c'est finalement Pelcharik Balé qui, après plus de 200 jours en prison, va continuer sa détention provisoire, si je ne m'abuse, en attendant un procès dont on ne connaît pas pour l'instant la date, ni les contours. Celui qui a, lui, connu son procès, même le verdict, c'est Amadé Ouelemi, qui a été condamné donc à la prison à vie. Oui, après 7 ans de détention provisoire également, on peut le dire. Donc il y a pu... je pense que ça s'est fait assez rapidement. Le procès a duré quelques semaines. Mais en tout cas, là, le procès a eu lieu. Il a eu lieu quelques semaines avec le verdict qui a été rendu. Je pense qu'il a continué à asséner qu'il n'était pas le seul responsable, en tout cas le seul instigateur dans cette affaire de meurtre, de tuerie en masse. Finalement, il est condamné. Je pense qu'en général, dans ce genre d'affaires, on a toujours... c'est un peu comme dans une entreprise, on a un porte-parole ou on a un chairman qui est beaucoup plus visible que les autres, qui n'est pas forcément l'instigateur, et ce n'est pas lui qui paye. En général, c'est lui qui est payé. Bon, finalement, c'est lui qui a été le plus visible et qui va payer pour les autres. Mais qui dit qu'il n'est pas le seul. Qui n'est pas le seul. Mais je pense que le plus important, c'est déjà de savoir qu'il a été condamné. Parce qu'il a quand même commis des crimes, même s'il il a continué de répéter qu'il n'était pas le seul. Mais au moins, il est condamné, c'est déjà un bon début. Je pense que la vérité rattrape toujours le mensonge. J'espère que la justice ivoirienne continuera de faire ce travail. Parce que la question, c'est est-ce qu'avec cette condamnation d'Amadé Ouelemi, ça met fin à cette affaire ou est-ce que... Non, je pense qu'il y a encore des zones d'ombre. Non, une affaire reprend toujours sur la chaîne d'exécution. Si demain on découvre un grand complice d'Amadé Ouelemi qui aura été identifié, c'est ça aussi le problème de la justice. Là, on pose encore un autre problème. Soit notre justice n'a pas les moyens, et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on risque, c'est qu'il y a eu 800 personnes qui ont été tuées. Ça veut dire que quand dans un pays organisé, dans une nation, on tue des hommes, 800 personnes, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui aime tuer. Et il se trouve qu'en fait, il y a des gens qui sont dans la rue, dans notre société, qui ont tué.
Et c'est, en fait, ce qu'on dit là, c'est même pas une question d'être partisan. Pour la justice, c'est important d'identifier au moins les auteurs. Après, on peut les amnistier, on peut faire tout ce qu'on veut, mais au moins on les contrôle. Mais ça, on ne sait même pas. Il y a des gens parmi nous qui ont participé à une tuerie de 800 personnes et on ne les connaît pas. C'est ça qui fait craindre. Ce n'est pas le fait qu'aujourd'hui, Amadé Ourémy seul porte la responsabilité, mais c'est surtout le fait qu'il y a d'autres personnes. Et à la barre, il a cité des noms. Exactement. Moi, comme on le voit dans certains pays, même lorsqu'il y a des affaires de corruption ou de tuerie ou de meurtre, lorsque l'accusé négocie et qu'il commence à donner des noms pour pouvoir espérer avoir une certaine réduction de peine, lorsqu'il cite des noms dans les affaires, automatiquement, le FBI ou la justice, la police se charge d'aller récupérer les différents concernés à leur domicile pour les placer en détention provisoire. Non, mais les militaires en question, non, c'est important. Les militaires en question qui ont été cités ont témoigné lors du procès par écrit face au juge de l'instruction. Il faut que je me batte avec vous tous les soirs comme ça, messieurs. On va marquer une pause avant de recevoir notre cher porte-parole du porte-parole et pour notre point de stress, Mike Danou. Finally, your body is necessary. Ah, on est bien. Le peuple des hommes allait prendre. Monsieur Mike Danou, vous êtes marié. C'est marié. Mon cher Brice, Vous êtes marié. c'est une surprise, hein, mais bon, je vais te garder le meilleur pour la fin. Nous allons aller sur notre point de stress de ce jeudi 15 avril. Alors, Au titre des activités du gouvernement, pour l'instant, c'est archi calme. Pas vraiment de gros mouvements, seulement les passations de charges. Donc, comme vous avez pu le constater, échange cordial, fraternel, sourire et belles photos. Mais bon, passation de charges, c'est un peu comme funérailles, il n'y a que le défunt qui sait qui est sincère. Au titre de l'actualité culturelle, et je te l'avais promis, c'est le replay de la nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel, j'ai nommé la NISA. La NISA, sur le plan organisation, c'était Annie Sogoma, c'est-à-dire bling-bling, paillettes, beau et belle gosse, afro, fraîcheur, comme un beau petit matin corogolais. En tout cas, à ce niveau, la CEPACI a sorti le grand jeu. Mais sur le plan récompense, c'était la Nisako. La pluie en langue BT, tornade et tonnerre. L'animatrice voulait nous frapper parce qu'on n'applaudissait pas. Le ministre voulait nous frapper parce qu'on n'avait pas de masque. Le président du jury nous a garant. Style, si jamais quelqu'un conteste les résultats, direction la Cour des productions internationales CPI direct. Bon, la suite, effectivement, c'était un peu comme dans le bando de Niska. Une vingtaine de nominations, 17 récompenses à l'arrivée. Sur les 17 récompenses, le film Résolution de Boris Oué et Marcel Sain et la série Assigné de Eric Osseri se sont partagés le 7. 5 prix, voire 6 prix chacun. Pour tout le reste, nous autres, on a tapé poteau. Les larmes de l'amour, primées aux AFA au Nigeria, poteau, d'Errance de la Burkinabé et Apolline Traoré, une vingtaine de prix internationaux Sotigui, poteau. Gendarme d'Abobo qui nous a tous giflé un record d'audience dans les salles de cinéma, même prix des Talois Clama, ils n'ont pas eu. Poteau. Et pour couronner le tout, Résolution et Assini qui ont verrouillé tous les postes clés et qui auraient logiquement dû avoir le prix d'or, eux aussi. Poteau. Éloge des 1000, un seul prix catégorie documentaire et bim, Nissa d'or. En gros, Assini et Résolution ont obtenu le Sénat, la majorité parlementaire, partagé les mairies, l'armée, l'économie, la sécurité, la vice-présidence et au final... Qui est président ? C'est Marcel Amontano qui est élu président. Cérémonie des Oscars ou la Casa des Papel, on attend tous la saison 3. Au titre des finances internationales, condamné à 150 ans de prison, le grand-père, concepteur de la marmaille, l'Américain Bernard Madoff, est mort en prison à l'âge de 82 ans. Je joins ma voix à l'ensemble des Ivoiriens pour souhaiter nos sincères condoléances aux adeptes de la pyramide de Ponzi, aux brouteurs, aux escrocs et à la Sainte Marmaille, donc Makoso, Yako. Au titre de la justice, la Côte d'Ivoire est en phase de devenir la meilleure cour commune d'Afrique. Chaque jour, il y a affaire. On a fini avec le père et le fils. C'est au tour de Pulchérik Balé de passer devant le juge pour la 2e fois. Et, nonobstant les excellents rapports entre le Burkina et la Côte d'Ivoire à la surprise générale, le citoyen ivoirien Blaise Tapé Compaoré a été convoqué par les tribunaux.
C'est un vieux ramba. Nous, on n'était pas encore nés. Tout ce qu'on peut demander, c'est pardon, tonton Sciencé. Et maintenant, au titre du carré du bonheur, ramenez-moi le champagne. Ramenez-moi le champagne et les dragées. Oui, non, ramenez du champagne. Ramenez du champagne. Ramenez du champagne. Ah oui, quand même. Et des dragées, des dragées. Et des dragées. Du champagne, du champagne. Mon cher Brice, je reviens. Je distribue, je peux? Tu peux distribuer à tout le monde. Voilà, tout le monde. Mon cher Brice, oui, je reviens du Cameroun. Ah ouais. La nouvelle est confirmée. Des 4 lifeuses les plus influentes du monde, il ne reste plus que 2 célibataires. Choui Fatem et Natou Kwanakwa. Emma Loès étant mariée avec moi depuis 2011, hein, son mec idéal, hein, son richissime mec idéal. Hein. Voilà, elle est mariée, hein, merci. C'est au tour de notre chère Coco Emilia de se mettre la banque au doigt. Oui, c'était un mariage de riches. C'était un mariage de riches. Pourquoi voulez-vous que le biscuit de mer épouse un cocoman de terre? Elle a épousé le Poséidon de la politique congolaise, le numéro 11 diamantaire Francis Mvemba. Donc, seuls les riches comme nous ont été invités. Et c'est avec plaisir que j'ai dirigé la délégation ivoirienne forte de 200 millions d'euros au petit déjeuner. On a bu, on a mangé, on a dansé. La mariée a jeté le bouquet de fleurs, j'ai attrapé, Emma s'est fâchée, elle m'a dit que depuis longtemps je voulais divorcer. Je lui ai dit non, mon biscuit à Dioukru. C'est pour Brice Anneau du Life Talk. Donc mon frère, débrouille-toi avec toi. Sur ce, demain matin, je m'envole pour Dakar. Oui. Vous savez, la Côte d'Ivoire ayant pioché Ali Magadji de la série Maîtresse d'un homme marié, oui, elle est à Abidjan depuis un bon moment. Ouais. Le Sénégal a bloqué le célèbre acteur de la série Classe A, Landry Nyamba, dont César, qui se marie le samedi à Dakar. Voilà, seuls quelques proches, hein, quelques riches proches comme nous autres, hein, ont été conviés à cet événement. Donc, cette ginzin, on va impacter dans les bayas. Bon mois de Ramadan à tous nos frères musulmans et vive notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Merci, Mike. Sacré Mike, on le retrouve déjà jeudi prochain hein, pour un autre point de stress. Notez qu'on a été très heureux d'être en votre compagnie. Merci à Alain, André, Rabia, Edith. Merci d'avoir été à notre compagnie. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales. Toutes se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme sur Live TV. On vous retrouve lundi. Demain sur ce plateau, vous retrouvez les girls, Connie et ses girls pour le Live Weekend. Il y aura Rabia dans la team. Et tout sourire. Merci pour le placement. Je suis contente. Et il y aura qui? Baïs Pinto. Baïs Pinto? Ah, pas mal. Non, en direct. Je vais arrêter l'émission là parce qu'Alain, tous ça va se mettre à chanter. Vas-y. Je garantis pas le résultat. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. Bye.